Togo Info. Le Togo à votre portée. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et madame, messieurs, nous vous l'avions dit dès l'entame de cette édition que ce matin, nous recevons pour vous le général Yark Dameham. Il est ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et c'est avec lui que nous allons revenir amplement sur la décision prise avant-hier par le chef de l'État de décréter un couvre-feu, également un état d'urgence sanitaire, mais beaucoup plus ce qui concerne les corps habillés. C'est de ça il sera question au cours de ce débat. Alors, monsieur le ministre, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Voilà. Alors, le coronavirus Covid-19 continue sa folle course un peu partout dans le monde. Et le Togo également, notre pays n'y échappe pas. 39 cas avérés, dont 2 décès avec 17 guéris et 20 actifs. Ceci est inquiétant, même si nous pouvons nous réjouir des 17 malades qui sont déjà guéris. Le message à la nation du chef de l'État était très attendu et il a été finalement délivré avant-hier, mercredi 1er avril. Alors, en tant que ministre de la Sécurité, est-ce que le contenu de ce message du chef de l'État a satisfait toutes vos attentes? Je voudrais d'abord remercier nos compatriotes qui ont démontré une fois encore leur maturité. J'ai fait un peu la ville hier, j'ai vu que les mesures décidées par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation, surtout le couvre-feu, étaient suivis. Et si vous me permettez, je voudrais revenir, j'ai suivi avec vous l'intervention des deux responsables des droits de l'homme qui ont eu à donner leurs commentaires sur la décision du président de la République d'accorder sa grâce présidentielle à 1048 détenus. D'abord, le maître Abougan, le président de la LTDH, je crois qu'il n'a pas été bien renseigné. Heureusement que le second a corrigé que parmi les détenus libérés, il y a des manifestants du PNP. Et le maître Abougan, je crois qu'il appelle souvent à manifestation. Il appelle les gens à manifester et aujourd'hui il demande qu'on les libère. Il me demande s'il est vraiment un défenseur des droits de l'homme ou il est un acteur politique. En tant qu'organisation de la société civile, il s'est prononcé quand même sur les gens qui ont été libérés. Il s'est prononcé, mais d'une façon subjective. Il n'a pas été objectif. En quel sens? En quel sens? D'abord, il est mal renseigné, parce que pour lui, les manifestants politiques n'ont pas été libérés. Alors qu'on a vu les gens jubiler, même vêtus en rouge. Oui, mais le fond de sa pensée n'était pas quand même les manifestants politiques, mais il parlait des tigres, les gens qui ont été arrêtés dans le cadre de leur dossier est en cours, le dossier est en cours. Et je voulais rappeler que ceux qui ont été libérés par grâce présidentielle, 1048, pour beaucoup ils ont été jugés condamnés. Ils ont été jugés condamnés, donc ils patientent. Au moins le second, le maître Claude Amégan a été enthousiaste. Il faut reconnaître quand même que quelque chose a été fait. Peut-être demander plus. Demander plus. Donc, pour revenir à votre question sur le message délivré par le chef de l'État. Je crois que nous avons tous salué ce message. Mais les gens disent que ça a été tardif. Et avant même le message, il y a des mesures qui ont été prises. Dès la déclaration du premier cas le 6 mars, le président de la République a mis en place un comité de crise qui se réunit régulièrement et il y a des messages qui sont passés. Le ministre de la Santé donnait les informations à nos concitoyens. Il y a des orientations qui ont été prises, qui ont été données à chaque département ministériel pour endiguer et pour limiter la propagation de cette pandémie. Donc le message est arrivé, mais avant le message, il y a beaucoup de choses de bien qui ont été faites. Oui, c'est vrai, vous venez de le dire, peut-être mieux vaut tard que jamais. Et aussi, ces temps-ci, chaque pays se cherche et chaque pays pense protéger les siens, c'est-à-dire ses citoyens. Et parmi les grandes décisions prises par le chef d'État, nous notons l'instauration d'un état d'urgence sanitaire
Et en tant que ministre de la Sécurité, quelle explication, peut-être en français facile, vous donnez à cette expression état d'urgence sanitaire? Oui, état d'urgence sanitaire, ça fait partie des mesures prises pour protéger nos concitoyens. État d'urgence, c'est demander à nos concitoyens d'accepter, mettre peut-être dans le placard une partie de leur liberté individuelle et collective pour que nous puissions faire face au danger de l'heure, qui est la pandémie. C'est tout. Est-ce que cela ne sera pas, ne pousserait pas la restriction des libertés publiques, etc.? Si on veut restreindre votre liberté pour que vous puissiez vivre longtemps, je crois qu'il faut l'accepter. Hein? Il y a une crise, mettons-nous ensemble pour faire face à la crise. Oui, mais ça peut sous-entendre peut-être un état policier? Non, pas un état policier. Un état policier sanitaire, oui. Un état policier sanitaire, oui. Mais là, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Une des mesures, c'est par le couvre-feu. Voilà. Il faut limiter la propagation. Il y a des mesures qui ont été prises, par exemple les mesures d'hygiène, la distanciation. Et aujourd'hui, on dit le couvre-feu. C'est pour éviter, parce que vous convenez avec moi que certains de nos concitoyens faisaient fi des mesures prises, des conseils donnés par le gouvernement. Oui. C'est une étape supérieure qui est passée, mais... Oui, mais vous venez de l'évoquer, mais l'une des conséquences de cet état d'urgence sanitaire énoncé est le couvre-feu qui, finalement, ira de 20h à 6h du matin. Alors, d'abord, est-ce que vous confirmez? 20h à 6h du matin. Donc, la première ministre hier a commencé à 20h, et ce matin à 6h, ça a pris fin. Oui, pourquoi vous aviez entre-temps annoncé de 19h, c'est ce que le chef de l'État a évoqué, 19h à 6h du matin. Maintenant, vous avez ramené cela à 20h plutôt. Pour vous dire que le président de la République suit de près les messages de nos concitoyens. Il a réaménagé 19h à 20h, je pense une heure de plus, il faut saluer. Et on espérait même de 20h à 5h du matin. Comment on peut faire de 19h à 4h du matin? Ce qui peut nous amener à limiter la propagation de la pandémie, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'un couvre-feu et qu'est-ce qui fait sa différence avec une situation normale, monsieur le ministre? Situation normale, vous l'avez dit, il y a des situations normales où il faut vous balader toute la nuit. Vous pouvez vous retrouver dans un bar à 15, à 20, à 30. Mais au couvre-feu, on vous dit à partir de 7h, chacun reste chez soi. Chacun reste chez soi. Donc tout le monde reste chez lui. Tout le monde reste chez lui, mais il y a certains personnels utilitaires. Si un médecin est appelé pour un secours, il est obligé d'y aller. Et les éléments qui veillent à l'exécution, à l'application de ces mesures sont renseignés, sont informés, ils connaissent déjà des instructions leur ont été données? Les instructions leur ont été données. Mais je ne peux pas quand même dire qu'ils l'appliquent dans toute sa mesure. Certains le font, la plupart d'ailleurs le font, mais il y a certains qui... Peut-être quand ils vous croisent, ils ne cherchent pas à vérifier est-ce que vous avez votre carte professionnelle, vous avez votre bail de service. Ils vous dire d'attendre alors que vous êtes appelé pour une urgence. Donc nous continuons la réflexion. Oui, et toujours dans ce lot, comme vous avez évoqué le cas des agents de la santé, il y a la presse aussi. Nous qui, en tout cas, informons, nous qui devons toujours aller au front pour pouvoir collecter les vraies informations et venir renseigner les populations. Il y a également les rotations qui se font ou bien qui peuvent être amenées à des gens qui peuvent être amenés à travailler en période de couvre-feu. Comment allez-vous gérer ce genre de situation? Vous avez parlé des agents de santé, il y a la presse et parfois même un certain nombre de services de transport. J'ai parlé tout à l'heure de cadres professionnels. Lorsque, il n'y a pas que la presse, vous avez les agents de la CT, les gens de la régie. Lorsqu'ils doivent intervenir de nuit, je crois que au niveau du ministère, nous prenons des mesures pour leur délivrer des laissez-passer. C'est vous qui allez délivrer le laissez-passer? En plus du laissez-passer, vous devez avoir votre identité professionnelle. La carte professionnelle? La carte professionnelle. Là, au niveau de la presse, il y a la HAC qui vous délivre des cas, si je ne me trompe pas. Oui, la carte vous devez toujours l'avoir sur vous.
Parce que aujourd'hui, il y a des milliers de journalistes. Il y a des gens qui s'inventent journalistes. Il ne faut pas sortir, lorsqu'on vous interpelle, dit je suis journaliste, il faut pouvoir le prouver. Le démontrer. Il faut le prouver. Mais c'est vrai, on ne va pas tout dévoiler ici à l'antenne. Cependant, les professionnels des médias, ils doivent avoir le laisser-passer au niveau du ministère de la Sécurité ou bien au niveau du ministère de la Communication. Il faut éviter qu'on ait plusieurs laissés-passer. D'abord, votre premier laissez-passer, c'est votre carte de presse. Ouais. Si vous n'avez pas celui du ministère de la Sécurité, que vous aurez justifié votre sortie, l'agent est censé comprendre. Oui, oui. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, et que c'est dans la bouche que vous êtes journaliste, il va vous retenir. Merci. Peut-être si ma carte d'identité s'est bien mis. La carte d'identité, ça ne suffit pas. Peut-être vous étiez, mais vous n'êtes plus journaliste, puisque votre carte professionnelle a une validité. Oui. Alors, au titre des grandes décisions du chef de l'État, on en parlait tout à l'heure, en matière de sécurité, on note la création d'une force de 5000 hommes. Alors, comment est composée ou sera composée cette force de 5000 hommes et quelles sont les attributions précises à cette force, monsieur le ministre? La force spéciale mixte anti-pandémie a été mise en place sur un seul chef de l'État. Elle a été créée par décret. Et créée par décret composé, comme vous l'avez dit, de 5000 hommes et femmes. Des forces de défense et de sécurité, pour veiller essentiellement à l'application des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie dans notre pays. Vous savez, il y a des mesures qui ont été prises depuis le 6 mars. Il y a la fermeture des frontières terrestres, il y a la suppression des vols en provenance des pays à risque, il y a le bouclage de certaines de nos villes où il y a eu des cas avérés, il y a le contrôle des transporteurs, la distanciation, quand j'ai dit, ce n'est pas seulement entre piétons, mais aussi dans les moyens de transport. Donc cette force va veiller à ce que vraiment ces mesures soient appliquées, soient respectées. Dans l'intérêt de nous tous. Plus question de surcharge? Plus question de surcharge. Plus question de surcharge. Si le chauffeur est conscient, avec tout ce qu'on dit, je crois que l'agent de la surcharge ne le sauvera pas. Consciemment, il doit dire, mais c'est fini. Aujourd'hui, on dit un véhicule, un taxi, vous prenez un passager devant, deux derrière. 9 places, vous prenez 6 personnes au total, le chauffeur plus 5. 15 places, 8 plus le chauffeur. Ce qui fait 9. Ça fait 9. Oui, pour 15 places. Maintenant, pour le taxi, vous avez dit? J'ai dit un passager devant plus 2 derrière. Ce qui fait 3. Ça fait 3 passagers. Et avec des bavettes ou cachinés. Et en ce moment, est-ce que des instructions ont été données aux agents, c'est-à-dire la police ainsi que la gendarmerie, de pouvoir contrôler strictement ces je vous ai dit tout à l'heure que cette force a été mise en place pour ça. Il y a eu des échanges qui ont eu lieu entre le ministre en charge des transports et les syndicats. Les syndicats des transporteurs. Des transporteurs. Ah d'accord. Oui, donc désormais, madame, messieurs, si vous nous écoutez, c'est bien précisé. Si vous avez un véhicule de 9 places, vous ne pouvez plus porter ou bien transporter 9 personnes, mais 6. Si c'est 15 places, c'est 9 personnes, c'est-à-dire 8 plus le chauffeur. Et maintenant, si c'est un taxi, vous n'avez à transporter que 3 personnes, c'est-à-dire le chauffeur avec 3 passagers, 1 devant et 2 derrière. C'est ce qui est recommandé. Alors, nous attendons de voir l'application de cette mesure sur nos axes routiers, parce qu'en venant ce matin, moi-même, j'étais ahuri de voir encore 2 devant et puis 4 par derrière dans un taxi. Je ne crois pas votre canal, vous allez aider le gouvernement à sensibiliser nos concitoyens. Aujourd'hui, il y a un danger qui se présente à tout le monde. Le gouvernement a pris des mesures. Même si ce n'était pas encore fait, je crois qu'un taximan qui va encore se charger, il est malade. Il est malade, c'est normal, il va dire, ben, avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, Dieu merci. Les victimes, les décès chez nous, ce n'est pas encore important par rapport aux autres pays. Justement. Il va se poser la question, est-ce que l'argent de cette surcharge, ça me servira à faire quoi? Oui. Alors, est-ce que ces hommes et femmes qui sont les corps habillés, mobilisés au nombre de 5000, sont autorisés à utiliser le matraque ou le bâton en cas de nécessité?
si c'est la matraque qui va faire marcher la décision, ils seront obligés. Nous disons toujours la pédagogie, la prévention. Aujourd'hui, par votre canal, je crois beaucoup de nos concitoyens savent qu'il y a une force qui veille à l'exécution ou à l'application des mesures prises par le gouvernement. Les mesures prises par le gouvernement, ça a été diffusé plusieurs fois. Et ils le savent. Je crois qu'un bon citoyen, il respecte et il est tranquille. Il est tranquille. On vous dit couvre-feu, ça partir de 20h. Vous avez des choses à faire, 19h, ça finit, vous rentrez chez vous. Et si vous traînez, vous attendez 20h pour dire, bon, maintenant je peux rentrer, vous êtes en faute. Ah. Donc, à 20h, on ne doit plus être en circulation. 20h, vous êtes chez vous. Ah bon? C'est pas à 20h qu'il faut quitter le service pour dire je rentre à la maison, non. D'abord, il y a des aménagements. Le gouvernement a pris des mesures pour les fonctionnaires. De 9h à 16h. Vous avez tout le temps pour être à la maison. Il ne faut pas quitter le service à 20h pour dire je rentre chez moi. À 20h, vous êtes déjà chez vous. À 20h, on doit être déjà chez soi. C'est ce que ça veut dire. Même pour plus de prudence, à 19h30, il faut être à la maison. Là, vous êtes sûr d'être à la maison avant 20h. Oui, mais des fois, les embouteillages aussi perturbent un peu la circulation. Aujourd'hui, je crois que la circulation est fluide. Elle est fluide. Elle est fluide. Vraiment. Donc, il ne faut pas créer des embouteillages dans la tête. Oui, vous avez dit tout à l'heure que si les gens ne s'exécutent pas ou ne respectent pas les consignes données, les instructions données, les 5000 hommes pourraient toutefois être obligés d'utiliser la matraque. Je n'ai pas dit obligé. Là, si c'est la matraque, il faut en dernier recours, ils seront obligés de le faire. Mais il y a des méthodes, il y a la sensibilisation, il y a les formations, il y a l'éducation. Mais hier nuit, ce n'était pas quand même ce qu'on a assisté, hein, le tout premier jour, monsieur le ministre. Ah bon, moi je suis sorti, j'ai vu les agents faire bien leur travail. Je ne dis pas qu'ils sont à 100% corrects. J'ai dit tout à l'heure que les instructions sont données. Il y a beaucoup qui, la majorité, l'appliquent, comme l'autorité l'a décidé. Peut-être qu'il faut avoir une minorité, peut-être qu'il ne faut pas exactement ce qu'on leur a demandé. Oui, mais est-ce que ça ne va pas... qui va les contrôler? Si ceci, c'est vrai, c'est une situation... Le gouvernement a mis en place un numéro vert. Vous avez le 111. Si vous constatez un dérapage quelque part, appelez le 111. Vous avez le 117, vous avez le 72, vous avez le 1014. Il y a quand même beaucoup de numéros. Monsieur Yochet, vous me connaissez. Si vous tombez sur un cas de dérapage, appelez. D'accord. On va faire intervenir pour faire cesser. Oui, surtout ce qu'on craint, et c'est pourquoi je pose la question, il ne faudrait pas quand même que ces 5000 hommes pensent qu'on leur a donné le feu vert, non, on leur a pas donné. Brutaliser, matraquer, frapper les citoyens peut-être... Ils ont été mis en place pour veiller à l'application. Parce que je demande que nos compatriotes fassent aussi un effort. Un effort. Je dis, aujourd'hui, nous sommes en face d'un danger. D'abord, on ne le voit pas. Si on le voyait, c'est une autre manière de le traiter. On ne le voit pas. Le gouvernement a pris des mesures. Je crois un bon citoyen, il doit les respecter. Il doit les respecter. Et je crois que ce soit la société civile, les partis politiques, tout le monde doit éduquer les siens. Tout le monde doit quand même apporter sa contribution. Oui. Et hier nuit, dans une zone un peu périphérique de Lomé, la dame qui avait été copieusement frappée, elle disait, moi j'étais parti de chez moi pour aller chercher de quoi manger à mes enfants. Je n'avais eu aucune information. Mais voilà que les soldats ont commencé par me rouer de coups. Je leur ai dit, je n'ai aucune information. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à vous? Mais elle a failli même faire son œil. Je peux comprendre qu'elle n'était pas informée. C'est là où j'ai dit qu'il faut que tout le monde contribue. C'est pas le gouvernement, les décisions sont prises. Mais pour l'application, je crois que la presse, la société civile, les partis politiques, tout le monde doit s'impliquer. Elle est dans un quartier, aujourd'hui nous avons des responsables des communes. Si Gongon, les chefs traditionnels sont là, les responsables des jeunes, des femmes.
s'il essaye de relayer les mesures prises par le gouvernement, je crois que cette femme devait être informée. Je regrette ce qui lui est arrivé, si vraiment ça s'est passé comme ça. Oui, ça s'est passé, vraiment, monsieur. Désolé, vraiment, la dame a failli perdre un œil. Je le regrette. Je crois après on va remonter pour voir qui a fait quoi et pourquoi. Alors, le gouvernement a obtenu de l'Assemblée nationale le pouvoir de légiférer par ordonnance durant 6 mois. Certains observateurs voient là-bas un boulevard ouvert pour une restriction drastique des libertés. Est-ce que vous partagez leurs avis? Je ne partage pas leur opinion, et qu'ils soient responsables. J'ai dit aujourd'hui, nous avons en face de nous un danger. Nous avons en face de nous un danger. Pour aller vite dans la recherche, dans la résolution de ce danger, je crois qu'il faut brûler certaines étapes. Et le gouvernement a bien fait de s'adresser à l'Assemblée nationale pour avoir ce quitus. Aujourd'hui, il y a des commandes de matériel qui sont arrivées pour équiper nos hôpitaux. Il y a des mesures qui sont prises pour soulager un peu nos populations. Je crois que c'est des mesures, c'est d'abord pour vous dire que ce n'est pas un état exceptionnel. C'est dans le respect des lois. On aurait pu s'en passer de l'Assemblée nationale. Mais si le gouvernement s'est référé à l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est que l'Assemblée nationale a son rôle à jouer. Oui, et cette situation exceptionnelle, est-ce qu'elle va durer, ou bien c'est parti pour une durée indéterminée? Couvre-feu, état d'urgence sanitaire, on a dit 3 mois. Qu'est-ce qui a créé cette situation exceptionnelle? Aujourd'hui, nous devons tous travailler pour que le virus ne se propage pas trop dans notre pays. Si, par la force de Dieu, demain on a la solution du virus, tout redevient normal. Mais si ça continue et que la propagation prend de l'ampleur, il faut continuer. Il faut rester dans cette situation exceptionnelle. Vous serez les premiers à dire que malgré la propagation, le gouvernement ne fait rien. J'ai entendu les gens parler d'amateurisme, qu'ils apportent aussi ce qu'ils savent faire pour qu'on limite la propagation du virus dans notre pays. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement commandait du matériel pour pouvoir aider, mais aujourd'hui, tout porte à croire que beaucoup de citoyens nous demandent est-ce qu'il y a un endroit où toi-même tu peux aller et puis on te fait le test comme ça, tu vas connaître ton statut et savoir mieux se comporter. Vous avez vu comme moi décharger des cartons, des cargos qui sont arrivés. Vous avez des centres médicaux sociaux un peu partout, je prends le cas du Grand Lemay. Vous portez là-bas, vous dites, ils ont eu des instructions. Au moins ils ont le matériel élémentaire pour faire les tests. Mais ils demandent que la personne présente d'abord des signes liés à cette maladie avant qu'on ne puisse le prendre ou la prendre en charge. Vous savez, c'est une pandémie qui est arrivée. Il n'y a pas beaucoup qui ont le courage d'aller eux-mêmes dire je vais faire le test. Oui. Il n'y a pas beaucoup qui ont ce courage. Ceux qui l'ont, on leur fait le test. Et si vous allez vous présenter dans un centre avec des signes, les maux de tête, le médecin ou l'infirmier, il est obligé de passer au test pour s'assurer que ça passe la pandémie. Alors, tout à l'heure, nous parlions donc de transport et on avait dit les taxis sont autorisés à ne prendre que 3 passagers. Les bus de 15 places sont autorisés à ne prendre que 8 passagers plus le chauffeur. Et on dit également au niveau des 9 places, ils sont autorisés à ne prendre que 5 passagers plus le chauffeur, ça ferait 6. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le gouvernement de diminuer le coût des produits pétroliers afin que ceux-ci ne reprennent pas véritablement? Le président de la République a annoncé plusieurs choses qui sont en train de se mettre en œuvre. Oui. Ayons un peu la patience. La patience. Oui. Ah oui, pendant ce temps, les gens vont tourner à perte? Non, ils ne vont pas tourner à perte. C'est des mesures qui sont prises, qui sont décidées par le président de la République. Elles doivent être exécutées. Et ça pouvait même pas être parlé. Donc il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Oui. Alors, couvre-feu, comme nous avions suivi à la télévision nationale la dernière fois, vous disiez que ce serait progressif. Est-ce que nous sommes tous dans ce schéma ou bien, entre-temps, la décision a changé? Non, on est dans le schéma. Le couvre-feu se limite au Grand Lemay.
Pour le moment. Pour le moment. J'ai dit la dernière fois, le mieux c'est l'épicentre. On a plus d'une trentaine de cas avérés et ça le met. Il y a certaines préfectures où il y a peut-être un cas. Ces préfectures sont bouclées. Et aujourd'hui même, il y a une interdiction de circulation inter-préfecture. Il y a une interdiction de inter-préfecture. C'est pour mieux cerner. Vous savez, une seule personne contaminée, c'est tout un village. Et nous avons un habitat qui est éparpillé. Donc il faut éviter. Il faut que le citoyen, le concitoyen comprenne. S'ils comprennent l'utilité des mesures, qu'on n'a pas besoin même de mettre une force en place. Aujourd'hui, pour faire exécuter, on est obligé de mettre la force en place. Vraiment, mais je ne suis pas d'accord que c'est un confinement qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas un confinement. Vous restez... Libre circulation interpréfecture, c'est interdit aujourd'hui. Mais vous avez la libre circulation intra-préfecture. Tu peux quitter ton village pour aller dans le marché de la préfecture. Est-ce que... le confinement, on vous met dedans, on dit vous ne sortez plus. On va dans les autres pays où il y a vraiment le confinement. Chez nous ne sommes pas le confinement. Alors, est-ce que le couvre-feu s'avère efficace dans la situation actuelle, étant donné que c'est en pleine journée que nous faisons beaucoup plus de mouvements. Mais interdire aux gens de pouvoir sortir la nuit, est-ce que c'est ça qui est la mesure la plus efficace pour limiter ou rompre la chaîne de propagation de la maladie, monsieur le ministre? Je vous ai dit que cette maladie, on ne la voit pas. Oui. Lorsque vous sortez la nuit, vous allez vous retrouver dans les restaurants, dans les bars, vous ne savez pas qui est qui. On dit souvent la nuit, tous les chats sont gris. Je crois que le couvre-feu, c'est une des mesures. Si vous avez votre famille qui est saine, la nuit, il faut vous retrouver avec des amis. Et parmi vos amis, un peut être porteur. Vous revenez, vous contaminez toute la famille. Si vous restez dans votre famille, le jour où vous avez les efforts, la nuit, il peut avoir la lumière, mais vous ne voyez pas tout. Une des mesures qui a fait ses preuves, c'est le couvre-feu. Il faut restreindre les mouvements des gens de nuit. Oui, c'est vrai, la nuit, d'accord, mais... et la journée où le marché s'anime, beaucoup de... Il y a plusieurs mesures pour les marchés. On a demandé que ce soit aux revendeuses ou aux revendeurs d'avoir les masques. Il y a une distance qu'il faut respecter. Et vous avez constaté sur le terrain que les Togolais respectent ces mesures, monsieur le ministre? Je crois que les Togolais conscients respectent. Ça va de l'intérêt de tous. Mais malheureusement, dans les marchés, ce n'est pas du tout le cas. Nous allons continuer. Les femmes ne portent pas Nous allons continuer la sensibilisation. Vous et moi et tous les Togolais de bonne foi doivent continuer la sensibilisation. Et donc, par rapport à tout cela, avant le discours du 1er avril, le chef de l'État avait pris certaines mesures barrières. Vous avez évoqué un certain nombre comme la fermeture des lieux de culte, la distanciation sociale de moins 1 mètre, la restriction de circulation inter-préfecture, la réduction drastique du nombre de personnes admises lors des cérémonies funéraires, etc. Mais certains compatriotes ont du mal à respecter ces dispositions. Peut-être ils sont fatigués de vivre. Ce sont des mesures pour nous donner encore une longévité. Vous allez dans un lieu de culte, vous retrouvez 300-400 personnes. Et vous êtes à masque, je suis à masque. C'est pas pour rien. Entre vous et moi, il y a au moins 1 mètre, 1 mètre 20. 1 mètre 50. C'est pas rien. Dans le lieu de culte, vous êtes collés les uns contre les autres. Vous ressortez, demain vous ne serez plus là dans le lieu de culte. Je crois que c'est des mesures qui ont été appréciées, que ce soit au niveau des catholiques, au niveau des musulmans, ils ont pris des mesures. Avant même la fermeture, la décision de fermer les lieux de culte. Non, le gouvernement a pris les mesures, a sensibilisé et ils ont relayé. Ils ont relayé. Oui, mais par rapport à toutes ces Togolaises et tous ces Togolais qui s'obstinent toujours dans le refus, qu'avez-vous à leur dire comme conseil, monsieur le ministre?
C'est quelque chose à l'air du le coronavirus, c'est une vérité. C'est une pandémie qui est arrivée et que nous devons tous conjuguer nos efforts pour limiter la propagation dans notre pays. Il n'y a pas de doute. On a entendu quelqu'un dire que c'est pour les empêcher de marcher. Il dit ça fait son problème. C'est une réalité. Il faut accepter les mesures prises. Et si individuellement, on peut encore ajouter ces mesures, il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que les militaires seront mis à contribution pour la lutte contre cette maladie, notamment on voit dans des pays, il y a certains qui installent des tentes et puis qui soignent aussi en Chine, n'en parlons pas. Chez nous ici, vous avez le service de santé des armées, vous avez le professeur Djibril. Vous les avez vus décharger les cartons à l'aéroport. Et un peu partout, ils sont disponibles. Il ne c'est pas moi de vous dire combien de compatriotes apprécient le service des agences sanitaires des armées. Oui, mais malheureusement, nous apercevons nos frères policiers ou gendarmes au niveau des carrefours qui ne portent pas des masques ou d'autres, s'ils doivent emporter, c'est des masques fabriqués par les couturiers dans les coins de la rue. Vous dites masques fabriqués par des couturiers, est-ce que ce n'est pas efficace? Je ne saurais le dire puisque je bon, donc au moins ils portent les masques, ils ont dit cache-nez, ils portent. Oui. On vous a dit comment le virus peut se transmettre. Il suffit d'avoir quelque chose pour protéger votre vos sens, que ce soit la bouche ou le nez. Ceux qui ne portent, c'est vrai, peut-être on n'a pas encore équipé tout le monde, mais il y a une bonne commande en cours. Pour pouvoir les équiper. Pour les équiper. Et vous allez veiller vraiment pour qu'il n'y ait pas de détournement, monsieur le ministre. Qui va détourner? Ah, on se connaît au Togo à peu près. Non. Et monsieur Bianchin, quand même, a un peu de respect pour notre pays. On commande quelque chose pour la troupe et vous allez détourner. D'abord, votre conscience va vous interpeller. Oui, mais c'est vrai, je le dis ainsi, ça... Si vous avez des informations sur quelqu'un qui détourne, il faut nous le filer. En tout cas, nous prenons note, et très bonne note d'ailleurs. Alors, nous allons marquer tout de suite la pause pour revenir tout à l'heure à 8h00 afin de pouvoir permettre aux auditeurs d'intervenir en direct dans cette émission, monsieur le ministre. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes toujours. Nous revenons en studio avec le ministre Yak Damram, le général Yak Damram, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avec qui nous revenons sur les grands sujets relatifs surtout à ce que nous appelons le couvre-feu dans notre pays, le Togo. Alors, monsieur le ministre, nous constatons que en matière de transport dans le Grand Lomé ou sur l'ensemble du territoire national, il y a aussi les émigrants. Quelle est la décision prise par rapport aux émigrants? Parce que nous avons lu sur les réseaux sociaux comme si, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de transport par émigrants. Je sais que parmi les mesures que le président de la République a eu à prendre au cours de son adresse, il y a plusieurs choses qui sont prévues, pas seulement pour les émigrants ou les transporteurs, pour toutes les catégories sociales. Les émigrants, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit qu'il faut une certaine distance. Les mesures sont en train d'être prises pour peut-être amener les émigrants à ne plus transporter des passagers. Ils auront quelque chose en compensation. Voilà. Mais pour le moment, ça ne va pas tarder. La mesure ne va pas tarder à être officielle. Ils sont en discussion avec les syndicats, le ministère des Transports, la DOSI, et ça ne va pas tarder. Alors, les véhicules personnels, les voitures qui ne sont pas des véhicules pour le transport en commun, est-ce qu'il y a des mesures prises aussi par rapport à ces véhicules? On a limité le nombre de places. Vous avez une voiture de 5 places, on dit au maximum vous êtes 4 dedans maintenant.
C'est pas parce que c'est pas un taxi que vous allez mettre 10 personnes dedans. Et on vous prend, vous êtes on vous prend en flagrant délit. Et vous ne respectez pas les consignes. On dit qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Les mesures s'imposent à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde, pas seulement aux particuliers. Mais il y a aussi les tricycles qui font le transport comme dirigeants. Oui. Les petits tricycles au niveau de l'échangeur. Vous avez le conducteur, maximum deux derrière, c'est tout. Okay. Sinon, on a l'habitude de les voir, peut-être même devant, ils sont 3. Aujourd'hui, seul celui qui est au guidon et plus maximum 2 derrière. Alors, certains, on nous a dit que nous allons apercevoir les corps habillés un peu partout, mais au même moment, nous lisons sur les réseaux sociaux qu'il y aura un grand nombre aussi en civil, comme tout le monde, pour essayer de traquer tous ceux-là qui ne respecteraient pas la consigne. Est-ce que c'est vraiment le cas? J'ai dit les mesures sont prises. Tout ce que nous devons prendre pour que ça soit exécuté, appliqué. On va le faire. Oui, mais quand même sur les axes routiers, nous apercevons les policiers, les gendarmes qui prennent encore 1000 francs auprès des taxis, les conducteurs de taxis. Il faut refuser de leur donner. Ce n'est pas un droit, il faut le refuser de leur donner. On vous a mis un numéro vert, 10-14. S'il y a des cas comme ça, il faut les dénoncer. On les sanctionne immédiatement. Parfois, le permis de conduire. Parfois l'usager même provoque. Il est complice. Vous le dites, il y a des gens qui ne parlent pas. Ils donnent, mais ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Peut-être il est en faute ou bien il n'a pas tous les papiers à jour. Et il corrompt l'argent. Pourquoi il n'a pas tous ses papiers à jour? Mais des fois, les agents aussi exigent. Refusez de donner. Refusez de donner, vous appelez le 10-14. Vous voyez s'il va toujours rester là-bas. Nous assistons malheureusement aussi aux jeunes qui, dans les quartiers, différents quartiers, qui disent non, foutez-nous la paix avec votre histoire ou vos histoires de coronavirus. Et ils jouent allègrement, comme si de rien n'était. Monsieur le ministre. Ensemble, nous devons les sensibiliser. Nous devons leur dire que si on a fermé les écoles, l'université, c'est pas pour rien. Sinon, le gouvernement a le souci de leur éducation. Mais si aujourd'hui, pour un cas de force majeure, les établissements ont été fermés, c'est pour éviter trop de contacts. Et s'ils jouent, il faut leur dire de ne pas jouer. Et la responsabilité aussi des parents. Si les parents sont inconscients, ils laissent les enfants sortir, jouer. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque famille. Je crois qu'il faut l'effort individuel. Donc, est-ce qu'il peut être possible, si nous voyons encore des gens jouer, appeler la gendarmerie ou peut-être... Vous-même, au lieu d'appeler la gendarmerie, perdez du temps, essayez de leur parler. S'ils ne veulent pas écouter, vous pouvez maintenant appeler la police ou la gendarmerie. On le fait, monsieur le ministre, on le fait, sincèrement. Mais les gendarmes, les policiers, ils viennent quand même à votre... Oui, c'est là où ils nous narguent en disant, mais tiens, nous jouons, de quoi vous vous mêlez, etc. Et puis bon, finalement, et honteusement, on cède. C'est là où peut-être tirer l'oreille va être utile. Alors, ils jouent au ballon, reçoivent le ballon, je crois qu'ils sont obligés de se disperser. Il y a aussi nos frères musulmans, oui, qui les soirs, après leurs activités, ils se retrouvent toujours en des groupes pour prier. Et à plusieurs fois, j'ai assisté à cela, mais ils ne respectent pas la distanciation sociale dont on parle, au moins 1 mètre. Ils se retrouvent ensemble et ils prient, c'est vrai, la prière ne dure pas longtemps, mais ils se retrouvent ensemble. Il faut condamner. Aujourd'hui, la Mecque est fermée. La Mecque est fermée. C'est fermé. L'Union musulmane a pris des mesures pour dire les prières de vendredi, aujourd'hui, on n'en fait plus. Comme vous le dites, certains peuvent se cacher pour faire, mais c'est à leur risque. C'est à leur risque. Le gouvernement veut que tout le monde, tous les Togolais vivent longtemps. Oui. Le culte, aujourd'hui, je crois que c'est un phénomène qui est arrivé. Dieu est clément. On peut individuellement prier aussi? Bien sûr, on n'a pas dit de ne pas prier. On peut individuellement prier. Et même prier intensément. Parce que avec ce qui arrive, je crois que la meilleure solution viendra de Dieu. Oui, bien sûr.
Nous allons ouvrir l'antenne maintenant aux auditeurs qui voudront poser quelques questions, surtout relatives à la maladie coronavirus dont nous parlons avec le général Yark Dameham. Alors, messieurs, nous avons le premier auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour mon général. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, mon général, vous êtes un grand général, on connaît, vous avez déjà passé par des grandes écoles de guerre. Et vous connaissez l'importance de la communication dans une guerre et nous sommes en guerre. Ma question est, quelle est la part du budget, dans le budget que le gouvernement vous a donné, que vous consacrez aux radios, aux communications, surtout dans les radios privées, puisqu'on voit ces temps s'est passé beaucoup dans les radios privées pour relayer la communication du gouvernement. C'est vraiment que on vous a donné une part, ou bien une part a été consacrée à ces radios. Et je voulais aussi vous demander, nous ne sommes plus dans le temps de polémique, nous sommes en temps de, mais vous lancez un pic quand vous dites, prochainement, vous essayez d'un peu de crédibiliser aussi les organes publics de l'État, en nous donnant un peu de crédibilité, puisqu'ils ont une plus grande capacité d'écoute à l'intérieur du pays. Parce que vous voyez, moi-même maintenant, il est rare que j'écoute les radios publiques parce qu'ils n'ont pas beaucoup de crédibilité. Je vous remercie, mon général. Merci, cher ami. Bien noté, il vous répondra dans un instant. Monsieur Komlanvi, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue mon général. Monsieur le général. Allez-y. Vous parlez que la toute première mesure que le gouvernement devait prendre, c'est de distribuer à toute la population les masques pour se protéger avant d'instaurer le couvre-feu. Bien noté. Comme la vie. Et l'autre intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Alors, bonjour, Joachim. Oui, bonjour, cher ami Irénée. Ouais. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur? Oui, d'abord, moi, à chaque fois, je vous félicite. Bon, parce que cette mesure est une bonne mesure dans la mesure où, dans la nuit, vous pouvez voir certains regroupés dans les bars. Quand on leur parle, bon, c'est comme il faut une force derrière eux. Maintenant, j'ai deux questions. Première question, est-ce que vos agents qui ne sont pas dans le groupe de couvre-feu, est-ce qu'ils peuvent intervenir quand, par exemple, des jeunes qui sont, c'est-à-dire restés au niveau du portail de leur maison, qui voient au niveau de la route aussi, on pourchasse ces jeunes-là? Bon, deuxième question. Oui. Vous avez pris ces mesures. Est-ce qu'il ne serait pas bon, lorsqu'un citoyen, par exemple, ne porte pas de casque, bon, vous êtes une autorité de discipline, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, c'est-à-dire les masques, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas saisir à ce niveau? D'accord. Bien noté, monsieur Irénée. Victor. Oui, allô, monsieur Joachim, bonjour. Bonjour. Moi, général, bonjour. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je vous demander, est-ce que si les forces de l'ordre voient quelqu'un au-delà de 20 heures, ils vont commencer par les tabasser ou bien ils doivent les renvoyer chez eux? Bien noté, cher ami Victor. Et 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Bonjour. Oui, monsieur Komi. Oui, je vais bien vous. Oui, bien. J'ai deux questions. Oui. La distance parcourue par un taximan n'a pas changé. Le compte aussi à faire chaque mois n'a pas aussi changé. Mais le nombre de places a changé. Comment ils vont s'en sortir dans cette situation? D'accord. Deuxième question, pour le contrôle routier, j'ai vu nos forces de l'ordre. Ils sont là, mais ils ne sont pas équipés. Donc, hier, lors d'un contrôle routier, moi j'ai refusé de leur remettre mon permis et ma carte grise. Pour le fait que je constate qu'ils sont un foyer de contamination. Celle qui m'a arrêté avait un cache-nez en popeline. Elle n'avait pas de gants. Donc, pour moi, je lui ai montré pour qu'elle puisse lire et puis je mets ça. Mais elle n'a pas compris. Je lui disais si moi je lui transmettais, puisque coronavirus n'est pas écrit sur le front de qui que ce soit. Et quand vous vérifiez dans la ville, c'est comme si eux ils sont des extraterrestres, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas comment on l'appelle, de mesures de protection individuelle. De mesures de protection et de lavage d'eau des mobiles là.
qui n'ont rien à leur disposition. Est-ce que le contrôle ou bien la sensibilisation des forces de l'ordre vers nous serait toujours comme ça dans cette période? Bien noté. Monsieur Kansi, derrière Commis, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Ma question est est-ce que la mesure que vous avez venue de prendre, ça peut faire vivre longtemps, parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous vivons du quotidien que nous faisons. Et maintenant, vous avez les frontières aériennes sont ouvertes pour certains pays. Maintenant, nous, si nous devons rentrer au Ghana ou bien rentrer au Togo avant de trouver à manger, et vous avez fermé les frontières terrestres, est-ce que ça rassure notre avenir que nous pouvons vivre longtemps? C'est ma question de savoir. Et le deuxième, quelle est la mesure de nourriture que le gouvernement peut prendre pour nous aider à vivre pour que le temps passe? Oui, en SATA quand même déverser ces produits céréaliers sur le marché, mais le ministre vous répondra dans un instant, monsieur Kansi. Alors, Francis, vous êtes l'avant-dernier auditeur, allô? Oui, bonjour Joachim. Bonjour. Je salue le ministre. Bonjour mon général. Bonjour, monsieur. Je voudrais féliciter tous les efforts qui sont faits, d'abord à l'avant-garde de la sécurisation dans cette pandémie sanitaire qui nous a attaqués. Et moi je trouve que est-ce que nous avions pris assez de temps pour sensibiliser. Le Togolais étant, comme vous l'avez dit à la télévision hier, un homme légaliste qui respecte les consignes que les responsables lui donnent. Mais nous trouvons qu'il y a la débandade, comme Joachim vient de le dire, des enfants qui jouent, des parents qui sont à le côté, qui ne sensibilisent pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a lieu d'aller à la répression? On donne des consignes, les gens ne respectent pas. Le mot, ce n'est pas trop, mais peut-être aller à des sanctions. La vie est chère, Joachim. D'accord. Je veux te voir après pour qu'on cause. Et je crois que c'est cela l'idée du chef de l'État, du ministre de la Sécurité. Est-ce qu'on a trouvé ces cadres au Zimbabwe? On a vu les images passer. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller à la répression totale pour que... Pour faire discipliner tout le monde? Pardon? Pour faire discipliner tout le monde. La discipline. D'accord. Merci beaucoup, Francis. Et nous allons accueillir le dernier auditeur. Il s'agit de Agbogan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. C'est Maître Agbogan? Oui, c'est Maître Agbogan. Ah, mais allez-y, mais s'il vous plaît, un peu plus dans le calme, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, lorsque je suis intervenu, j'ai compris à la fin que monsieur le ministre n'a pas bien cerné le fond de mes pensées. J'ai été clair en disant que lorsque vous m'avez posé la question de savoir s'il n'y a pas de manifestants dans la liste des personnes qui ont été libérées, j'ai dit que je n'ai pas scruté la liste réellement pour savoir s'il y a des manifestants ou pas. Mais mon idée, ma préoccupation concerne les personnes qui sont en détention préventive. Et lorsqu'on parle de détention préventive, ça veut dire que les personnes ne sont pas encore jugées. Et j'ai exhorté le gouvernement, le chef d'État et le gouvernement à œuvrer en sorte que ces personnes qui sont en détention préventive puissent, que la mesure soit étendue à ces personnes-là. Ça suppose que même si les personnes sont en détention préventive, on peut les libérer sous condition ou bien à la liberté provisoire. Et pour ce qui concerne les personnes, les derniers manifestants, là, j'ai précisé que ceux qui ont été interpellés tout dernièrement, mais on peut les libérer parce que celui qui a poursuivi, c'est l'État représenté par les gardes des Sceaux. On peut même faire un regret de plainte pour leur accorder, même si la procédure est en cours, leur accorder une mise en liberté provisoire. D'accord. Peut-être qu'on ne vous a pas entendu, du moins apprécier d'abord le geste qui a été fait avant de revenir sur ce point peut-être. Merci tout de même, Maître Agbogan Célestin, pour ce comeback. Alors, Monsieur Francis disait tout à l'heure, ou bien peut-être vous avez un mot placé par rapport à ce que... Non, je voudrais, si vous me permettez, commencer par le Maître Agbogan. Il ne pas de libérer les personnes en détention préventive. N'oubliez pas qu'il est avocat. Demain, il va dire que des gens ont été détenus arbitrairement. Parce qu'ils n'ont pas été jugés. Il ne va pas tirer long, hein, mais ça va. Ok. Alors, Francis disait tout à l'heure que il faut même aller à la répression
Et dès lors qu'on constate que les gens refusent de s'exécuter, en tout cas de respecter les consignes données parce qu'ils menacent la vie d'autres citoyens. Ça sera avec regret, mais si c'est par là que ça va marcher, on sera obligé de passer par là. Nous pensons que nos concitoyens sont assez matures. Ils comprennent. Aujourd'hui, même dans le village le plus reculé, ils savent quand même qu'il y a un danger qui est arrivé dans le monde et qu'il y a des mesures que les gouvernants prennent pour mettre à l'abri les populations de ces dangers. Mais s'il y en a encore, comme vous disiez tout à l'heure, parmi nos hommes, c'est comme dans toute communauté. Vous avez au moins 80-90% qui sont bons, il y a une minorité qui déconne toujours. Alors, le gouvernement a fermé les frontières, etc. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir vivre pendant longtemps sans dépendre des autres? Vous avez dit tout à l'heure qu'Ansat a mis sur le marché les produits, les céréales. Ansat, c'est sécurité alimentaire. On a suffisamment et les Togolais ont produit aussi suffisamment. Et le gouvernement, le Togo n'est pas le seul à fermer ses frontières. Le Ghana a fait de même, le Bénin pareil, le Burkina pareil. Et celui-là qui parle, là, je ne sais pas, il veut aller où? On peut lui dire de sortir, mais les Ghanais ne le seront pas passés. Ah oui, puisque eux aussi ils ont peut-être fermé la frontière. Il a parlé de les frontières aériennes ne sont pas fermées, c'est pas exact. Les frontières aériennes sont fermées, monsieur le ministre? Aujourd'hui, le seul avion qui arrive, c'est les cargos. Ethiopian Airlines qui dessert le pays tout le temps, ainsi que à Sky. L'Ethiopian qui arrive, il est en transit. Même à Sky, les vols sont suspendus. Donc, Ethiopian qui arrive, c'est en transit? Un transit pour les... il débarque quand même des passagers. Il prend les passagers, il ne débarque pas. Il ne débarque pas les passagers. Donc, les passagers à bord de cet avion ne descendent pas à l'aéroport international. Ils ne rentrent pas dans la ville de Lomé. Ils sont en transit pour les États-Unis. Véritablement? D'accord. Alors, est-ce que les forces de l'ordre qui sont sur les axes routiers pour le contrôle routier, comme on dit, alors, ils ne respectent pas les mesures hygiéniques? La majorité a au moins un masque. C'est vrai, ce n'est pas effectif pour tout le monde, mais aujourd'hui, vous allez dans un village, vous allez trouver les gens avec le masque. On les équipe, et on va continuer par les équiper. Celui qui a parlé... Et il dit qu'il a refusé de lui remettre ses permis, disons ses documents, parce que la dame a un gant, mais gant, si c'est sale, on ne sait pas si peut-être elle a déjà... Non, il faut pas exagérer. Et nos agents sont exposés, il faut avoir aussi un peu de respect pour eux. Elle a le masque, elle n'a pas de gants où elle a les gants lui demandent. Il peut déposer, elle va aller chercher. S'il refuse, ça c'est une contravention. Il a voulu quand même lui faire lire le document en point. Mais la dame a refusé. C'est pas à lui de dicter à l'agence ce qu'il doit faire. D'accord. On a parlé la distance parcourue limitée, compte à faire n'est pas limité, mais la place est limitée. Comment est-ce que les taximens vont pouvoir s'en sortir? On pourrait dire aux taxis de garer. Est-ce que les patrons, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans le work and pay, comment ça va se passer? Je crois que les mesures prises à tous les niveaux, chacun va essayer de l'appliquer. Si le patron est à la maison, aujourd'hui, c'est que son taxi ne peut que transporter 3. Il ne va pas demander au taximan de faire le versement comme il le faisait avant. Ah oui, ça a dégénéré au niveau de la société Olé la dernière fois. Ils disent que non, mais s'il vous plaît, compte tenu de la situation actuelle, nous ne serons qu'en mesure de vous trouver 1000 francs par jour. Et les Togolais qui sont là-bas, avec quelques Chinois qui sont dans l'entreprise, ont rapidement retiré les motos de tous ces Togolais-là pour avoir réclamé. C'est vous qui m'informez, nous allons essayer de voir ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est sérieux, ils étaient venus ici. On collègue des transports pour ramener les choses à l'ordre. D'accord, ce serait véritablement salutaire parce que les messieurs se plaignent jusqu'à ce jour. Non, on ne va pas quand même sacrifier nos concitoyens. Oui, monsieur Victor a demandé, est-ce que quand on remarque quelqu'un qui ne respecte pas les mesures données ou les consignes, est-ce qu'on doit aller directement à la tabasser ou bien
aller par pédagogie en attendant? Je dis, on n'ira pas par pédagogie. Mais si au bout de la pédagogie, ça ne passe pas, il faut changer de moyen. On ne frappe pas parce qu'il faut frapper. Hein? Lui-même, il a dit. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la femme, encore que je regrette ce qui lui est arrivé, si vraiment ça s'est passé ainsi. Mais il y a des gens qui savent qu'il y a couvre-feu, mais c'est peut-être à 20 h qu'ils sortent pour être dans la rue. Alors, pour chasser un certain nombre de jeunes jusqu'au niveau du portail et également sévir, sinon je n'avais pas très bien saisi la question de M. Irénée, mais le fond c'est qu'il y a des jeunes qui on les pourchasse jusqu'au niveau du portail de leur maison. Quand souvent ils sont devant les maisons, ils sont comment groupés. Vous les trouvez 10-15 groupés. Oui. Aucune mesure. On parle de distanciation, mais ils sont groupés. Peut-être sans masque. Alors, est-ce qu'il n'y urge pas de distribuer des masques à la population avant le couvre-feu? Nous sommes plus de 7 millions et... Il ne faut pas attendre la fin de la diffusion avant de déclencher le couvre-feu, de décider du couvre-feu. Parce qu'on ne sait quand ça peut arriver où on peut être contaminé. Demain, vous allez dire que le gouvernement a voulu distribuer les masques avant de faire le couvre-feu. Voilà où nous en sommes. Alors, Monsieur le ministre, il y a quand même certains auditeurs qui envoient des messages en disant que nos frères musulmans n'aiment pas porter les cache-nez, sauf les femmes. Les femmes musulmanes qui aiment porter, mais les musulmans, les hommes, refusent de porter les cache-nez. Surtout au grand marché ici. Je vais vérifier. Tout court? Ou bien c'est l'occasion aussi de leur envoyer un message? Non, ils ont intérêt aussi à porter. Moi, j'en connais qui portent. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 qui font la tête, mais on va essayer de les ramener à la raison. Ça va dans leur intérêt. Didier est revenu sur un sujet assez préoccupant et qui nous concerne, nous les journalistes. Alors, Monsieur le ministre, la part du budget que vous avez réservé à la communication, est-ce que vous avez pensé aussi aux médias privés avant de parler de la crédibilité de nos médias publics? Bon, peut-être n'ai pas tous les éléments, mais je vais vérifier. Je sais que l'État a toujours fait quelque chose pour les médias. Et retenez qu'il n'y a pas que les médias dans le pays. Chez nous, depuis un moment, tout est prioritaire. Que les médias acceptent ce qu'on leur donne, peut-être en espérant un peu plus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Avec vous, un message à l'endroit de l'ensemble des citoyens. Je voudrais d'abord vous remercier. J'ai suivi sur votre rhétorique de sensibilisation. Je vous demande au nom du gouvernement de continuer par le faire. Et aussi demander à nos concitoyens, la situation est grave. Les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement, par les chefs de l'État, doivent être respectées. Nous voulons être Togolais après cette pandémie. On ne veut pas s'arrêter avec la pandémie. Voilà. Donc que les gens ne pensent pas que ce n'est pas vrai. Que chacun fasse un effort individuel et collectif. Je crois que nous pouvons nous en sortir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a un être suprême. Il faut qu'on intensifie nos prières. Et je crois que ça ira. Merci, Monsieur Général Yarkeda. Merci, Gérard Yarkeda-Meham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci d'être passé chez nous ce matin. Merci à vous aussi. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous faites un travail remarquable. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Alors, et c'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur. Prenez soin de vous, portez les cache-nez, lavez-vous les mains régulièrement. Madame, monsieur, ne vous saluez pas, ne vous embrassez pas et faites respecter toutes les consignes qui sont données, les mesures barrières, etc. Et ainsi, vous et nous allons tous ensemble